Eh bien, bonjour à tous. Suite à la petite vidéo introductive qu'Olivier et moi avons fait sur un épisode de la vie de Charles Ningesser, elle vous a apparemment beaucoup amusé, vous aussi. Je vais vous raconter maintenant la vie de cet as. Il a été l'as des as. Alors, une petite définition introductive. L'as des as, on parle du meilleur pilote en service sur le front. Et Charles Ningesser a eu le titre d'as des as à un moment de la guerre. Sachant qu'il a terminé la Première Guerre mondiale avec 43 victoires, ce qui fait de lui le troisième au tableau de chasse. Néanmoins, en septembre 1917, il est l'as des as. Alors, Charles Ningesser, est-ce que ça évoque quelqu'un pour vous? Je m'adresse au public. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui il était? Vous avez entendu parler de lui, mais en quoi? Dans la plage. Pas à la plage, évidemment, on vient de faire la vidéo. Et non, les jeunes étudiants de l'ENAC, ça a un nom de rue vaguement, un reportage sur France 2, Bernard Decré qui a cherché son avion. Charles Ningesser est disparu dans l'Atlantique le 8 mai 1927 et très récemment, il y a un monsieur Bernard Decré qui est persuadé qu'il a réussi la traversée de l'Atlantique. Donc, il est allé chercher son avion autour de Saint-Pierre-des-Miquelons avec des sondeurs, avec des radars. Donc, on a beaucoup parlé de lui ces derniers temps. Charles Ningesser il y a plein de rues Charles Ningesser et en fait, il est resté dans la postérité pour cette tentative dans l'Atlantique, accolé du nom de son navigateur Colly. Vous avez des avenues, des rues Ningesser et Colly. Mais pour reprendre l'adage qu'il y avait dans le film, je crois, le dernier samouraï, racontez-moi comment il est mort. Non, ça ne m'intéresse pas. Je vous raconterai comment il vécut. Et eh bien, nous allons, si vous le voulez bien, pendant une petite heure, ouvrir les pages de ce fabuleux roman d'aventure qu'a été sa vie et qui est en fait assez peu connu. Alors, on va commencer par l'introduction et nous transporter sur les rives du Rhin à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française. Il y a un monsieur Rodolphe Nungesser qui naît dans la ville de Darmstadt. Et ce monsieur Rodolphe Nungesser, les États du Rhin sont occupés par la France durant la Révolution, surtout l'Empire. Et à la fin de l'épopée napoléonienne, il épouse une dame, Madame Andrès, et de cette dame naissent 4 enfants. Toute la famille, Monsieur Rodolphe Nungesser est un maître boucher. Vers les années 1840, il émigre à Paris avec sa femme et ses 4 enfants. Ces 4 enfants vivent leur vie. On arrive maintenant à l'époque de Napoléon III. Ils se marient tous. Alors, l'aîné fait un beau mariage. C'est une dame. Et les 3 autres, des garçons, le numéro 2 ouvre une boulangerie et les numéros 3 et 4 ouvrent une boucherie comme leur père. Et tout ça pour vous dire, ces gens-là, ils sont allemands. Et là, et à Darmstadt, il y a toujours des Nungesser allemands. Donc, je vais vous le dire plus clairement pour ceux qui n'ont pas compris. Ningesser, c'est un putain de Boche. Un Boche, vous vous rendez compte? Non, mais si on savait ça pendant la Première Guerre mondiale. Alors, c'est le numéro 4 qui nous intéresse, des fils de Rodolphe Nungesser. Il s'appelle Laurent Nungesser et il est de nationalité allemande. Et c'est le grand-père de Charles. Donc, son pépé, même pendant la guerre, était allemand. Ça, c'est quelque chose que la propagande française s'est bien gardée de diffuser, vous imaginez bien. Donc, Laurent Nungesser, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une boucherie, il en achète d'autres et il se marie. Et il a des enfants, dont le premier d'entre eux s'appelle Eugène Ningesser. Lui, il est bien français. Le problème avec Laurent Nungesser, c'est que il investit trop, il est mis en faillite. Il est mis en faillite, alors, bon, je vous parle de ça, être mis en faillite, bon, très bien, sauf qu'à l'époque, on est dans les années 1880, il est mis en faillite exactement, je crois, en 1800, peu importe, en 1886. Au début du 19e siècle, les commerçants faillis, on les mettait en prison.
Donc, ça fait seulement quelques années que les faillis ne sont plus mis en prison. Néanmoins, ils n'échappent pas à la honte sociale de la mise en faillite. Et ce monsieur Laurent Nungesser, eh bien, son épouse demande le divorce, l'obtient. Et donc, il est quelque part un paria dans le milieu des commerçants. C'est très difficile pour lui. Alors, son fils, Eugène, lui, il devient boucher aussi à son tour. Et lui, il réussit mieux que son père. Il achète une boucherie, il la développe, il en achète d'autres et il va devenir un mandataire aux halles, c'est-à-dire un grossiste en viande. Alors, les halles, actuellement, pour ceux qui sont parisiens, vous connaissez sans doute les halles. À l'époque, il y avait des grandes halles dont il reste actuellement un vestige, c'est le pavillon Baltard, qui est, je ne me rappelle plus, enfin, il est dans la région parisienne. Donc, c'était des grandes halles métalliques façon Jules Verne avec une toiture en verre, et où là se trouvait tout le ravitaillement de Paris. Le ventre de Paris, c'était là les halles. Donc, ce monsieur Eugène Ningesser, il a un stand aux halles et il va ouvrir une boutique de grossiste au 6 rue Coquillière, c'est-à-dire au nord des halles. Pendant qu'il est dans cette ascension sociale, c'est là qu'il rencontre une dame de Valenciennes, prénommée Laure, et va l'épouser en 1890. Son père, cette dame, est un propriétaire d'un journal, un journal républicain de Valenciennes. Ils vont se marier et en 1892 va naître un joli bébé. Alors voici Eugène Ningesser, le père de Charles, et voilà le joli bébé. Le joli bébé, il est blond aux yeux bleus. Magnifique. Il est tellement magnifique que sa mère, Laure Pringer, voilà, je retrouve son nom, elle va l'inscrire au concours des plus beaux bébés. C'est mon fils. Vous savez, toutes les mères sont très objectives quand elles parlent de leur progéniture. Donc, pour elle, son fils, c'est tout. Enfin, et puis pour Charles aussi, maman, ce sera quelque chose. Et ça sera d'autant plus fort ceci que les parents de Charles vont divorcer très vite. Dès 1895, on suppose qu'il y a déjà de l'eau dans le gaz, puisqu'il y a une correspondance justement au concours des bébés, où les gens du concours des bébés lui disent on retient votre nouvelle adresse à Valenciennes en 1895, et de fortes chances qu'elle soit déjà allée revenir vivre chez sa mère. Alors, elle va demander le divorce en 1897 et elle repart vivre seule avec son fils Charles. Charles a connu les halles jusqu'à l'âge entre 3 et 5 ans et voilà ce qu'il voyait à peu près. On a une photo en couleur qui a été prise je crois en 1810. Voilà les halles. Et voilà un tableau d'époque qui est fait. Alors, on peut imaginer que peut-être que sa maman tenait la caisse de la boutique. Il n'y avait pas d'école maternelle à l'époque. Donc, les parents, enfin, les enfants étaient gardés par les parents. Voilà la vue ce qu'a connu le petit Charles Ningesser de Paris, mais très vite, il repart à Valenciennes. Et là, voici la boutique au 6 rue Coquillière, à Paris, de son père. Son père est peut-être là. On voit... vous voyez des enfants qui sont assis et au-dessus d'un enfant, il y a un monsieur avec un chapeau melon. C'est peut-être Eugène Ningesser. Alors voilà, Charles et maman. Le divorce va s'envenimer à tel point que le père va faire appel et il va finalement gagner le procès en appel qui va se terminer que le 28 novembre 1899. Il obtient la garde de l'enfant et il doit juste payer une pension alimentaire de 50 francs par mois à son ex-épouse. C'est pas beaucoup. Donc, le jeune Charles aurait dû retourner vivre avec son père, mais ça ne sera pas le cas. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, monsieur Eugène Ningesser, il a refait sa vie. Il a refait sa vie avec mademoiselle Marie-Léonie Clavel, elle-même divorcée, et elle va lui donner 2 fils, Léon, qui est né en 1902, et Robert, né en 1903. Alors, malheureusement, la malédiction familiale va frapper de nouveau Eugène Ningesser. Il va être mis en faillite lui aussi.
Et sans doute, il a fait trop d'investissements. On ne sait pas. C'est peut-être une des causes du divorce. On ne sait pas. On en est réduit aux spéculations. En attendant, il est failli. Il trouve un nouveau départ. Il va s'installer à Saint-Mandé, c'est-à-dire à l'est de Paris, à côté de Vincennes, où, sans doute, grâce à l'argent de sa belle-mère, il va ouvrir une boucherie de quartier. Et c'est là où il va continuer sa vie. Alors, le jeune Charles, il grandit pour l'essentiel avec sa mère à Valenciennes. Donc, mère célibataire à l'époque, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça pouvait être pour les enfants de divorcés. Moi qui suis bien vieux dans les années 70, c'était déjà, il n'y en avait déjà pas beaucoup à mon école, des divorcés. Vous pouvez vous imaginer un siècle plus tôt. Et donc, Madame Ningesser, elle est sans véritable ressource, sauf qu'elle a quand même de l'aide de sa famille. Et c'est là que je vais faire un aparté sur la famille de Laure Pranger. Alors, Prigné, excusez-moi, Laure Prigné, elle a sa mère, sa propre mère à elle, qui est toujours vivante, qui vit en tant que rentière. Son père était décédé. Et elle a beaucoup de frères et sœurs. C'est une très grande famille. Donc, le jeune Charles, il a beaucoup de tontons et de tatas. Alors, c'est sûr que sa grand-mère l'a gâté. Sa grand-mère avait une sœur qui s'appelait Elvire, qui s'est pris d'affection pour le petit garçon tout blond. Et sa grand-mère avait aussi un frère, Monsieur Gustave Dorchis, qui était brasseur de profession et qui est devenu le maire de Bruay-sur-l'Escaut, c'est-à-dire une grande commune à côté de Valenciennes. Donc, vous imaginez, ça reste une famille de notables. Et beaucoup d'entre eux sont tous des brasseurs. Le propre grand-père de Charles était imprimeur, donc il dirigeait le quotidien L'Impartial du Nord. Donc, voilà, il n'a pas roulé sur l'or pendant son enfance, mais il n'a pas manqué non plus. Enfin, il n'était pas dans la gêne. Alors, si je vous parle du frère de sa grand-mère, ça a une importance puisqu'il va décéder en 1900 et c'est son beau-fils qui s'appelle Émile Hautecoeur qui va prendre sa suite au conseil municipal et diriger la ville de Bruay. Qu'est-ce qu'on sait après de l'enfance de Charles? Eh bien, encore une fois, sa mère a parlé de lui après. Évidemment, vous imaginez, maman, elle est toujours très objective. Et bon, elle raconte que c'est un petit garçon solitaire et en fait, c'est Charles le téméraire. Elle a raconté que lors d'un défilé militaire, il y avait un quidam qui n'avait pas enlevé son chapeau quand les troupes passaient. Le jeune Charles, habillé dans son petit costume marin, va voir le quidam et lui dit « Enlève ton chapeau, je te donne un coup de pied !» Alors le quidam, oui, c'est bon, je l'enlève. Voilà Charles, ça c'est un récit de maman. Mais par contre, on a des choses bien plus tangibles, on a ça. Donc, il y a une chose qu'on sait, et vraiment, ça, on ne peut pas le contester, c'est qu'en 1902, il a 10 ans, il a son premier article dans les journaux, pourquoi il est mordu par un chien. C'est écrit là, c'est dans la Gazette du Nord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Connaissant le bonhomme, il a sans doute dû jouer au ballon, par exemple. Le ballon a franchi une barrière, il est allé rechercher le ballon chez la voisine et il s'est fait attaquer par un molosse. Bon, peut-être, sans doute, il a été examiné par un docteur. Ça a fait l'objet d'un article. On arrive maintenant en 1903, et en 1903, son papa qui vient voir de temps en temps, avec ses deux demi-frères, c'est là qu'il y a la mise en faillite. Plus intéressant, en 1905, alors qu'il a 13 ans, il y a un article dans le journal local qui raconte qu'une voiture, donc à pétrole, une des premières voitures, a provoqué un accident assez important. Il y avait 2 personnes non identifiées dans cette voiture. Ils sont passés en roulant à tombeau ouvert à côté de militaires à cheval. Et l'un des militaires à cheval est tombé sur la tête et s'est assez sérieusement blessé. Donc, il y a plusieurs articles. Et dans les derniers articles, on identifie la voiture comme étant la voiture du maire de Bruay. Mais ça m'étonnerait que ce soit monsieur le maire qui y soit, parce qu'il y avait 2 jeunes gens. Alors, il est très possible que ce soit Ningesser et un de ses 3 cousins. Le maire de Bruay avait donc 3 fils, Gustave, Pierre et André, qui ont été les cousins et compagnons de jeu de Charles Ningesser. Donc, pour le dire encore une fois, encore plus clairement, il est tout à fait possible que le jeune garçon qui se passionne de mécanique ait pris la voiture de tonton et voilà. En tout cas, l'automobile appartient à monsieur Hautecoeur de Bruay-sur-l'Escaut, le maire. En 1905,
dès le mois de septembre, le jeune Charles, il est grand, il a 13 ans, et il va passer le concours d'entrée de l'École nationale professionnelle d'Armentières. L'ENP, c'est l'équivalent d'aujourd'hui d'un lycée technique, un peu comme à Toulouse, Déodat-Séverac. Le but de cette école, c'était en fait de former des contremaîtres, c'est-à-dire des bons techniciens, et éventuellement, à la fin de la scolarité, vous aviez des passerelles pour intégrer la prestigieuse école d'ingénieurs des arts et métiers. Charles Ningesser réussit le concours d'entrée et entre à cette école. Évidemment, la scolarité, les études secondaires à cette époque sont payantes. Donc, maman Ningesser, Prigné, elle est bien embêtée, et le conseil municipal de Valenciennes octroie au jeune Charles Ningesser Prigné une demi-bourse d'études. Le reste étant venant de la famille, de la rente de mémé et des tontons et tatas. Donc voilà, il fait sa scolarité, il apprend le dessin industriel, il apprend la mécanique, il reçoit des cours d'anglais, d'allemand et l'électricité aussi. Il y passe une première année et au moment des vacances scolaires à l'été 1906, quand il revient, c'est pour apprendre une nouvelle dérangeante. Tonton, le maire de Bruay, a été révoqué de sa fonction de maire par le gouvernement et le préfet du Nord et s'est enfui. Il s'est enfui à Corfou parce qu'il n'y avait pas on peut appeler ça d'accord d'extradition avec le gouvernement grec. Et de là, il est parti pour l'Argentine pour refaire sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il était brasseur et il a fait un appel à action et sa société a fait faillite. Donc, comme il a fait appel aux capitaux publics et du fait de sa fonction de maire, le scandale est grand, il a été révoqué de sa fonction de maire. Alors là, c'est la honte. Et c'est aussi un problème financier parce que pour la deuxième année où il faut toujours payer, là, il n'y a plus aucune aide qui vient à la maman de Charles. Heureusement, le conseil municipal de Valenciennes, on a la trace de la délibération, là, il accorde une bourse d'études entière au jeune Charles Ningesser Prigné qui peut passer sa deuxième année. Mais comme il le sait, il a 14 ans maintenant, il termine l'année en ayant 15 ans, il ne veut pas être une charge pour sa maman. Normalement, les études durent 4 ans. Lui, il veut arrêter l'école, il dit qu'il en sait assez, il a effectivement un brevet intermédiaire en électricité et en mécanique, et il dit qu'il veut rentrer dans la vie active et commencer à gagner sa vie pour aider sa maman. Et effectivement, c'est ce qu'il va faire entre l'âge de 15 ans et 20 ans. Là, on le voit, c'est en 1910. Il est dans un atelier de réparation au service électrique et vous le voyez, il est au milieu. Vous voyez la petite tête blonde au milieu, c'est même pas la peine que je vous l'indique. Le jeune Charles, tout pour maman, on fait ça pour aider maman et il est quand même ambitieux. Il se passionne pour, je vous ai dit, pour la mécanique, c'est son métier, mais il se passionne aussi pour l'aéronautique naissante. Et en 1910, dans la ville de Valenciennes, il y a un aéroclub qui se monte, qui est patronné par Louis Breguet lui-même. Donc là, on peut voir les statuts fondateurs. On peut même voir que le chef du matériel, c'est M. Marin-Lameslier. C'est le père de l'as de la chasse française de 1940, Edmond Marin-Lameslier. Là, c'est son père. Donc, le fondateur s'appelle Léon Dubled et d'après ce qu'on peut voir des quelques correspondances qui nous sont venues, le jeune Charles, tous les week-ends, il va dans les hangars, il bricole les espèces d'aviettes, je ne peux même pas dire des avions, que ce bricole ces passionnés et qui font quelques sauts de puce. Il est tellement passionné que, alors, là, on rentre dans la spéculation, on ne se base pas sur un document historique solide. D'après ce qu'il aurait déclaré, il a voulu fonder une société de construction aéronautique artisanale et il se serait associé avec un beau parleur, un certain monsieur Dutch, pour fonder la société d'aviation Ningesser Dutch et compagnie. Ça, c'est ce qu'il dit. On ne trouve pas dans les archives la création d'une telle société. Mais il y a un truc maintenant qui est sûr, parce qu'il le dit dans une correspondance, il a 20 ans, il est à Monte-Carlo au casino et il joue toutes ses économies. Qu'il perd, il revient à Paris piteusement, à Saint-Mandé, il demande de l'aide à son père le vire à coups de pied au cul, il revient à Valenciennes, il est poursuivi par les créanciers. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est paniqué. Il demande de l'aide à maman. Maman met ses objets précieux au mont-de-piété et lui paye un billet de bateau pour partir pour l'Argentine, pour l'Amérique du Sud. Et c'est là que la vie aventureuse de Charles Ningesser commence. Voilà, le jeune homme ambitieux et résolu. Donc, il embarque à Bordeaux. Il prend un billet de train en 3e classe, s'il en prend un d'ailleurs,
peut-être voyage-t-il clandestinement, quoi qu'il en soit, il arrive à Bordeaux, il embarque sur un navire qui s'appelle le Chili, et le navire va traverser les océans Atlantiques, nord et sud, il va faire une escale à Lisbonne, Dakar, Salvador, Rio de Janeiro, Montevideo et Buenos Aires. À chaque fois, à chaque escale, le jeune Charles descend et envoie une carte postale à sa chère maman pour lui dire tout va bien, enfin voilà. Alors, il y a eu des biographes qui ont écrit beaucoup de choses sur lui de manière très romancée. Ils disent que, évidemment, vous avez bien compris qu'il va aller retrouver son oncle. Et il dit que l'oncle est parti sans laisser d'adresse et qu'il se retrouve tout seul abandonné dans ce continent inconnu, ce qui est entièrement faux. Dès qu'il arrive à Buenos Aires, il prend le train et il arrive à Tucumán, la ville de Tucumán, qui est ici, qui est en bordure, qui est encore dans l'Argentine, la plaine. Ce sont des plaines. Et pas très loin, on voit les montagnes de la Cordillère des Andes, comme ici, vous voyez les Pyrénées. Et bien, tout de suite, en fait, son oncle l'attend sans doute à la gare et il arrive dans le petit village au sud de Tucumán qui s'appelle Rio Colorado, où son oncle et sa tante ont acheté une ferme. Il y retrouve ses trois cousins, Gustave, Pierre et André, surnommés Dédé. Et bien, le jeune Charles va travailler à la ferme. Car la richesse du coin, qu'est-ce que c'est? La richesse du coin, en fait, c'est le sucre. C'est le sucre. Dans les champs sont remplis de cultures sucrières qui sont revendues à une société. Et c'est la société Hilleray. Hilleray, qui c'est? Monsieur Clodomir Hilleray est un émigré français basque qui a émigré en Argentine à la fin du 19e siècle et qui a fondé un véritable empire industriel. Alors, il est décédé à ce moment-là, mais ses trois enfants, il avait 2 fils et une fille, ont pris la suite. Et pour tous les immigrés, souvent d'origine basque, qui viennent refaire leur vie en Argentine, travailler pour les Hilleray, c'est quelque chose. Charles, dans sa correspondance, indique bien qu'il a entendu parmi les passagers en 3e classe, alors qu'il dormait sur un hamac, ce nom des Hilleray. Bon, pour l'instant, il reste dans la propriété de son oncle. Et il va y rester, donc on est en 1912, Charles a 20 ans. Au niveau de la loi, il est mineur. La minorité, c'était 21 ans, évidemment. La majorité, c'était 21 ans. Et son oncle le paye pour les travaux de ferme. Mais vous imaginez, il ne gagne pas beaucoup d'argent. Alors, le peu qu'il gagne, il l'envoie à sa maman avec une longue correspondance. Chère maman, j'espère que tout va bien. Ici, je mange bien. Je t'enverrai un mandat. Et il a de grands espoirs dans une récolte de melons qu'il a plantée avec son cousin. Mais les 2 andouilles se trompent. Ce n'est pas des graines de melon. C'est une autre plante qui ne sert à rien. Donc, ses espoirs de faire fortune dans le melon sont évanouis. Donc, à la fin de l'année, au mois de décembre 1912, il va trouver son oncle et il lui dit écoute, je vais faire de la mécanique et de l'électricité, je préfère aller tenter ma chance à Tucumán. Drame familial. Son oncle lui dit moi qui t'ai recueilli comme un fils, comment tu peux me parler comme ça? Charles tient bon et va tenter sa chance à Tucumán. Et il est ambitieux et résolu. Il décide d'aller voir monsieur Hilleray. René Hilleray, je ne sais pas d'ailleurs quelle nationalité il a, s'il est argentin, quoi qu'il en soit. Il est né en France à Poitiers et il parle parfaitement français. Et ça se passe très bien. Charles me le dit dans sa correspondance. Monsieur René Hilleray m'a dit jeune homme, j'ai 3 voitures, dont une Clément Bayard de 50 chevaux qui n'a jamais marché. Si vous pouvez me la mettre en marche, je vous engage comme mon chauffeur personnel. Eh bien, le jeune Charles, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la voiture, il démonte tout le moteur, il regarde avec le manuel d'instruction, il remonte ça, il applique en fait ses cours qu'il a appris à l'ENM d'Armentières, et la voiture, elle remarche. Alors là, c'est parfait, jeune homme, je vous embauche. Pour le réveillon du 31 décembre 1912, monsieur Hilleray, Olivier, tu m'as coupé la photo parce qu'on avait le monsieur avec sa moustache. Dommage. Je l'avais mis à côté. Enfin bon, peu importe. René Hilleray, il veut s'offrir une promenade dans la Cordillère des Andes, c'est-à-dire sur les sentiers à flanc de montagne. Il y va avec Charles Lingesser comme chauffeur et avec sa fille. Donc voilà, Charles, du coup, il est employé, il est rétribué, sa situation financière s'améliore. Et un peu plus tard, dans l'année 1913, M. Hilleray, il s'organise un petit safari dans la région du Chaco, c'est-à-dire au nord de l'Argentine, où il y a une jungle et il y a des indigènes. Il va chasser. Alors, il faut vous imaginer, ils sont à plusieurs en voiture. Vous avez des domestiques qui sont là pour lui charger ses fusils, pour faire la petite tambouille, pour organiser le camp. Et Charles, il est là, il est chauffeur. Et évidemment, le patron, qui est grand prince, lui permet de tirer. Bon.
Tout va bien, tout va bien pour Charles, et il commence à accumuler des sous, et il promet à sa maman, chère maman, tu vas voir, je vais te payer bientôt un billet en deuxième classe, et tu nous rejoindras tous, et toute la famille sera réunie, sauf que, eh ben, voilà, comme le père, comme le grand-père, comme le père, il y a toujours la faillite qui plane sur les Ningesser, toujours. Et la faillite, elle arrive sous la forme d'un aviateur français qui s'appelle René Castebert. Monsieur Castebert, c'est un passionné de l'aviation qui a immigré en Argentine et il s'est construit un avion lui-même à peu près, un avion qui a volaillé un petit peu, puis des avions qui se mettent à voler véritablement. Alors, pour gagner sa vie, ce monsieur Castebert, il se promène dans toutes les villes d'Argentine et il fait des meetings. Alors évidemment, ce sont les premiers avions que voient les Argentins. Il y a toujours foule qui se masse. Et monsieur Castebert, eh ben, il propose des baptêmes de l'air, évidemment, payants. Le jeune Charles, vous avez une photo, vous excuserez la mauvaise qualité, qui a été publiée dans un quotidien argentin local. Le jeune Charles, il fait plusieurs vols avec lui. Et on peut supposer qu'il y laisse une bonne partie de ses économies. Parce que qu'est-ce qui se passe après que Castebert soit parti? Il écrit à sa maman, « Maman, je suis désolé, je me suis fait voler tout l'argent. J'avais confié l'argent à un ami pour qu'il le place à la banque et pour qu'il achète ton billet. Et il s'est fait attaquer et on s'est fait voler l'argent. Alors, je suis allé à la police m'expliquer. Ils ont cru que c'était moi le voleur et ils m'ont mis au poste. » Enfin, il raconte une histoire absolument invraisemblable. Bon, j'y crois pas. Tout simplement, il a dilapidé ses sous en volant. C'est véritablement une passion pour lui. Alors, il va perdre sa situation auprès de M. Hilleret. On ne sait pas s'il la quitte ou s'il la perd. Il décide d'aller à Buenos Aires à la fin de l'année 1913 pour travailler, voir les choses en plus grand. Mais à cette époque, en Argentine, il y a une crise économique, une parmi les multiples que connaît le pays. Et il revient à Tucumán sans grande fortune. Et là, à ce moment, début 1914, eh bien, pas plus riche que. Alors, il s'est quand même réconcilié avec son oncle. Hein, il est retourné à la ferme et il se décide à rentrer en France en 1914. Pourquoi? Contrairement à ce qu'ont écrit ses biographes, c'est pas parce qu'il entend que les Allemands envahissent la France et qu'il vient courageusement s'engager. Non, tout simplement, il doit faire son service militaire. Dès le début de son voyage en Argentine, quand il écrit à sa mère, il lui dit bien. Déjà, ne réponds pas à mes créanciers, ils ne peuvent rien te faire. Mes créanciers, d'ailleurs, ceux du casino, j'étais mineur, donc je n'avais pas à y être, et il y a une responsabilité du casino. Bon, bref, il écrit longuement sur le pourquoi du comment de ses lettres, mais il dit bien aussi à sa mère, va prévenir la préfecture que je viendrai faire mon service militaire, occupe-toi de mes formalités de sursis d'appel, ce qu'elle a fait. Donc, il revient à Valenciennes au début de 1914, au mois de mai sans doute. Quand il revient à Valenciennes, on le sait, on l'a dans son dossier militaire, les créanciers le retrouvent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il part vite à l'armée, quelque part, pour se mettre à l'abri. Le 25 mai 1914, il est au 2e régiment de hussards. Et on le voit ici, à Reims. Là, il est en tenue de corvée, donc il fait les corvées de la base. Il suit son instruction et très vite, au mois d'août 1914, la déclaration de guerre arrive. Alors, il est envoyé avec son régiment en Belgique. Les premiers mois de l'année 1914 sont les mois les plus meurtriers pour l'armée française, toute la guerre confondue, hein, et pourtant elle n'a pas été avare en boucherie. C'est là où en gros l'armée française fonce sabre au clair, bon, c'est un peu caricatural, mais où il y a de très grandes pertes. Donc les cavaliers sont toujours envoyés les premiers en reconnaissance. On est encore un peu à l'époque à la guerre de Napoléon et l'aviation est très peu développée. Donc le jeune Charles Ningesser, il se retrouve à côté de la ville d'Arlon, dans la forêt des Ardennes, où, pour la petite histoire, il y avait un lieutenant de Ulan, Manfred von Richthofen, qui était là au même moment, au même endroit. Avec un peu de chance, ils auraient pu s'échanger des tirs. Charles, dans le peloton où il est, alors son régiment connaît beaucoup d'affrontements, beaucoup d'escarmouches et les premières pertes. Le peloton où est Charles y échappe, grosso modo. Très vite, l'armée française doit battre en retraite, donc le 2e régiment de hussards, c'est la même chose. Et le 31 août 1914, longue retraite, il arrive dans le bourg, dans un village qui s'appelle Bourg-et-Commun, après avoir chevauché absolument toute la nuit. Et il arrive à 23h, le village, toutes les rues du village sont encombrées de soldats qui dorment et de réfugiés qui dorment à même le sol. Son chef de peloton, c'est le lieutenant Ninin. Il va aux ordres, il trouve un officier supérieur qui lui dit au nord-ouest, là, il y a
dans les bois, il y a des uhlans allemands qui sont là et il y a des troupes françaises qui sont restées en retard dans la retraite. Donc, j'aimerais que vous et vos hommes, vous partiez à plusieurs endroits pour essayer de voir où sont les troupes françaises pour les guider. Donc, pendant à peine une heure de repos, les 10 hussards que commande le lieutenant Ninin partent et vont au nord-ouest, au village de Coucy-le-Château, que voici. Ils voyagent pendant la nuit à travers la forêt et ne font aucune mauvaise rencontre. Ils arrivent à l'aube à Coucy-le-Château. À Coucy-le-Château, qu'est-ce qu'ils voient? Il y a un fragment du 205e régiment d'infanterie, seulement son 6e bataillon, qui est dirigé par un commandant, le commandant de Noguet. Ils sont là, les bidas français, ils ne savent pas, il y a vaguement au sud, entre eux et le gros de l'armée française, il y a des troupes allemandes, ils ne savent pas trop quoi faire. Donc Noguet voit arriver Ninin et ses hussards, il leur dit « Ah, vous tombez bien, je vais faire une sortie, donc avec vos hussards, allez me reconnaître une route vers le sud. » Donc Ninin, à vos ordres, il part. Et là, par contre, il rencontre des uhlans qui leur tirent dessus. Ninin est blessé au bras, son cheval est tué, donc Ningesser courageusement prend son officier, revient à Coucy-le-Château. Et donc, là, Noguet dit c'est bien ennuyeux. Alors, il y a une voiture, la voiture du maire. On la donne, puisque Ningesser, il sait conduire une voiture, forcément, il a appris à conduire en Argentine. Vous allez aller à Laon, c'est-à-dire à l'est, pour essayer de trouver des renforts. Charles y va et tombe sur une embuscade. Son moteur est criblé de balles. Il réussit à plonger dans un fossé. Il revient à Coucy-le-Château pour voir en fait que là, le Noguet n'a pas attendu. Il a fait diviser ses hommes en 3 colonnes et ils tentent tous leur chance vers le sud. Alors, les hussards partent et Ninin, bien que blessé au bras, prend le cheval de Ningesser et dit à Charles, débrouillez-vous comme vous pouvez. On a justement capturé une voiture d'état-major qui était pilotée par un Allemand. Tentez votre chance dans la voiture. Il ne reste plus personne au village, quelques traînards, quelques retardataires. Et Charles Ningesser fait équipe avec un secrétaire d'état-major, avec un soldat du génie et un soldat de la BIF qui a perdu son régiment. Il les fait monter dans le véhicule et il va tenter sa chance en rejoignant les lignes françaises. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, le 1er septembre 1914, au soir, on a le récit qui est fait par un officier d'état-major français, le capitaine Bourjade. Le capitaine Bourjade est un officier à l'état-major du 3e corps d'armée que dirige le général H. Dans les années, alors Bourjade, il est devenu général dans les années 30 et il a raconté cette soirée mémorable. L'armée française était en recul et le 3e corps d'armée s'était fixé dans le village de Fismes. Fismes, ses habitants, voyant l'armée allemande arriver, avaient pris peur. Elle avait en grande partie évacué. Donc H, il a trouvé une bonne maison bourgeoise au centre du village. Il s'y est installé avec son état-major. Il y a le cuistot qui prépare à manger. On déplie les cartes d'état-major. On essaie de voir où on est, où sont les divisions, où sont les troupes. Et on entend une grosse voiture arriver. Alors, le planton frappe à la porte. Ah, je dis, Bourjade, allez voir, Bourjade va voir. Il y a une voiture d'état-major, il y a des soldats qui veulent vous parler. Alors, Bourjade y va et trouve un petit chasseur à cheval, il a confondu avec un uniforme de hussard, qui lui dit, voilà mon capitaine, on a capturé une voiture d'état-major allemand, on a tué les officiers d'état-major allemands et on vient se mettre à votre disposition. Alors, Bourjade, il dit, bon, c'est bien, on va vous trouver une affectation. Alors, évidemment, il a tué des officiers d'état-major allemands, mais il y en a des centaines. Ce n'est pas ça qui va changer le cours de la guerre. Donc, il félicite les braves garçons. Il remarque d'ailleurs que tous les soldats, ils ont des pelisses de luxe. Il y en a un qui a une montre en or. Enfin, bref, ils ont dépouillé les officiers allemands. Bon. Et le petit chasseur à cheval lui dit « Mon capitaine, excusez-moi, si je suis venu dans un état-major plutôt que de m'arrêter pour rejoindre n'importe quelle troupe, c'est que j'avais quelque chose d'important. Dans la poche du colonel allemand, on a trouvé ceci. » Et il sort une carte ensanglantée trouvée par une balle. Et là, Bourjade, le capitaine la déplie et se rend compte que ce sont les mouvements de toute la première armée allemande que vous voyez ici. Donc, c'est un document qui est absolument capital. Immédiatement, le général H, quand il voit ça, nom de Dieu, il l'a fait envoyer à l'état-major, au grand quartier général. C'est
alors je vais tenter de vous l'expliquer, mais l'armée allemande, la première armée allemande que vous voyez ici, elle aurait dû normalement prendre Paris. Et puis finalement, les Allemands ont changé leur plan, ils ont décidé de la faire basculer vers l'Est pour s'occuper du gros de l'armée française. Sachant cette information, vous voyez la 6e armée du général Monoury, elle a pu remonter vers le nord et essayer de prendre les Allemands dans une espèce de nasse comme ça. C'est comme ça qu'a pu être gagnée la bataille de la Marne. Cette information est absolument capitale. Elle est capitale parce qu'elle est sourcée non seulement par un témoignage, qu'a fait, il s'appelait Bourgine, exactement le capitaine. Et le capitaine Bourgine, dans son témoignage, il en donne les références précises dans l'historique de la Première Guerre mondiale. C'est un très gros ouvrage en une trentaine de volumes qui est au service historique de l'armée de l'air. Et on a même la trace du télégramme qui a été envoyé au grand quartier général. Donc, pour vous faire simple, le petit chasseur à cheval qui était un hussard est un véritable héros de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec sa grosse voiture? Sa grosse voiture, d'ailleurs, selon Bourgine, c'est une Mercedes. Bon. Alors, il va être affecté à la section des liaisons de l'état-major et Bourgine raconte que le petit hussard est revenu le voir et il m'avait dit « Vous m'aviez promis une récompense, mon capitaine. Oui, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais être versé dans l'aviation. » Pas de problème, je te verse dans l'aviation comme récompense. Et on lui attribue à Charles Ningesser la médaille militaire. Donc, il commence la guerre. Un mois après la guerre, c'est déjà un héros. Le voilà tout content. On lui a donné, vous voyez les chevrons de caporal, et il va partir à l'école d'Avord. À Avord, déjà, il se fait des copains et on a un témoignage d'un pilote qui s'appelle André Rossignol, qui est devenu pilote de course après la guerre. Il a gagné les 24 heures du Mans en 1924. Il raconte que on avait un hussard qui était assez fanfaron, qui racontait qu'il avait buté tous les officiers d'une voiture d'état-major, qu'il avait ramené des plans très importants. On le croyait qu'à moitié, jusqu'au jour où le commandant de l'école d'Avord fait mettre tout le monde au garde à vous et lit la citation que reçoit le brigadier Charles Ningesser et lui remet la médaille militaire. Donc là, assez estomaqué. Il apprend à piloter. Et on a aussi le témoignage de son instructeur qui le trouve extrêmement téméraire. À cette époque-là, les avions d'instruction, ça n'existait pas. C'était des avions déclassés, des avions mal foutus, endommagés. On apprenait d'abord à piloter, à diriger l'avion au sol. Et donc, il y avait des avions déclassés qui tenaient qu'avec du scotch et du fil de fer. Charles Ningesser fait son tour de piste, et fout les gaz, et décolle, et fait un vol. Et immédiatement, son instructeur qui s'appelle René Gernin dit « Mais c'est pas possible, on va le ramasser au papier buvard et à la petite cuillère. » Il fait un tour, deux, et il se pose. Et là, il se fait engueuler. Mais quand même, l'instructeur, il n'est pas mécontent. Il a trouvé un crack. Alors, Charles, on va lui adjoindre un mécanicien qui s'appelle Roger Pochon, qui restera son mécanicien pour une bonne partie de la guerre. Et ils sont affectés à une escadrille, la VC-106, qui est à Dunkerque. Alors, voilà l'avion qui lui est affecté, c'est un voisin. Alors son premier voisin, il est tout blanc, comme tous les voisins, et sur un autre de ses voisins, il va y mettre une tête de mort. Alors une tête de mort, je fais une petite parenthèse, vous me direz, c'est un récit de pirate. Les pirates à tête de mort, ça n'existait pas dans la littérature populaire à l'époque. Par contre, ce que Charles Ningesser a peut-être retenu, ce sont les hussards de la mort. Les hussards de la mort, c'était un régiment de la Première République française, qui a été créé à partir de soldats issus justement du Nord où il était. Ils étaient habillés tout en noir avec une tête de mort et les tibias. C'est sans doute là-dessus. Bref, il est dans le nord de la France, à Dunkerque. Il va faire plusieurs raids de bombardement, notamment sur la ville d'Ostende où il va lâcher quelques bombes. Il va croiser la route de plusieurs avions allemands qu'il va attaquer avec sa mitrailleuse sans grand succès. Au mois de juin 1915, voilà son appareil. Et voilà une grosse bombe. Derrière la bombe, vous avez Roger Pochon, son mécanicien. Donc, Ningesser a pris un gros obus de marine, il lui a fixé un empennage et il est allé le balancer sur les troupes allemandes sur un dépôt de munitions. Ça a fait un gros boom, soi-disant. Il volait tout seul, là. Pas question d'emmener un mitrailleur avec ça. Alors, au mois de juin 1915, son escadrille de bombardement, elle est envoyée à Malzéville, c'est-à-dire à côté de Nancy, où là, en fait, toutes les escadrilles de bombardiers voisins sont regroupées et sont utilisées pour faire des raids en Lorraine allemande et en Sarre, exactement.
Ils vont notamment attaquer plusieurs endroits, les raffineries de pétrole de Pechelbrunn, d'autres objectifs. Et un jour, le 30 juillet 1915, au matin, on signale que, venant de Metz, un avion allemand est en approche. Alors, Charles Pochon n'est pas là. Alors, un mécanicien qui se trouve là, un mitrailleur qui se trouve là, il le fait monter dans un avion qui est encore affecté à personne, ce n'est pas le sien, il décolle et intercepte l'avion allemand. Il s'approche assez près pour permettre à son mitrailleur de tirer. L'avion allemand fait demi-tour, rentre en piqué dans ses lignes, et à ce moment-là, la DCA française tire et touche aussi l'avion allemand, qui perd son hélice. Donc, il se pose en vol plané entre les lignes allemandes et françaises. Et l'équipage allemand détale, mais les troupes du génie français arrivent, investissent la place et ramènent l'avion allemand. L'avion allemand est capturé. On découpe d'ailleurs la toile. Ningesser se pose à côté. Et l'avion est est exposé sur la place Stanislas à Nancy. Là, on parle de Ningesser qui goûte avec la célébrité pour vous dire qu'il adore ça. Il se photographie généreusement devant l'avion et il va plaider auprès du chef des groupes de bombardement, le capitaine de Tricorneau de Rose. Pour ceux qui ont suivi la conférence sur Navarre, c'était celui qui avait découvert Navarre. Il a été muté à Nancy pour s'occuper des groupes de bombardement. Et il va lui dire, mon capitaine, c'est moi qui l'ai eu, c'est moi qui l'ai eu. Bon, mon œil, hein. Il a perdu son hélice, c'est pas avec un tir de mitrailleuse qui lui a défoncé l'hélice. C'est sans doute une explosion de la DCA qui lui a démonté l'hélice. Mais il va avoir un argumentaire un peu farfelu, disant que oui, mais il y a une balle qui a touché le moteur, donc il a été touché au réservoir, au radiateur, il n'aurait pas pu aller loin. La victoire, c'est moi qui l'ai eu, mon capitaine. Peu importe pour De Rose. Qu'est-ce qu'il a? Il a en face de lui un pilote extrêmement motivé qui veut se battre et qui veut en découdre. Alors forcément, il lui accorde la victoire. Il lui accorde la victoire. Et donc, Charles, il revient en permission à Paris, à Saint-Mandé, pour voir son père et ses 3 demi-frères qui voient arriver un héros. On parle de lui dans les journaux, il est content comme tout, fier comme Artaban. Il y a quand même un petit drame personnel dans tout ça, c'est que maman, elle est restée à Valenciennes, et Valenciennes, c'est une ville qui est occupée par l'ennemi. Donc maman, elle est sous la coupe d'ébauche. Et ça, Charles, il est bien attristé, mais il ne peut rien y faire. Alors il va continuer à se battre. Et il va être muté dans la chasse. On crée une escadrille de chasse qui va être adjoint au groupe de bombardement pour protéger les bombardiers. Donc toujours à Nancy, Charles y est affecté. On lui donne un chasseur et il va partir en stage au Bourget et ainsi qu'à Lyon. Et à Lyon, là, un officier lui dit, dites donc, jeune homme, là, il y a un bombardier français, un trimoteur, bombardier en fait qu'on a acheté aux Italiens, le Caproni. Vous allez partir piloter ça. Non, mais attendez, moi je suis chasseur, c'est un ordre. Donc avec Pochon, il va apprendre à piloter le Caproni. Il va revenir finalement dans l'escadrille de chasse de Nancy, la N65, et ça va se passer mal parce qu'il revient et comme l'a fait Navarre, il fait des acrobaties. Donc son chef d'escadrille, la mauvaise, et le dit au nouveau chef de toutes les escadrilles de Nancy, le lieutenant de vaisseau Kella, qui lui inflige des arrêts. Son chef d'escadrille lui aurait dit, ce genre d'acrobatie, allez plutôt les réserver à l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait? Il décolle, il va faire des acrobaties au-dessus de Metz, il revient et il dit, c'est fait, mon capitaine. Donc là, 8 jours d'arrêt. Sauf que les jours d'arrêt, il ne les fait pas. 2 jours plus tard, un avion allemand passe, il décolle avec son chasseur Newport, il le descend, l'avion français s'écrase, l'avion allemand s'écrase dans les lignes françaises, et voilà, décoration. Légion d'honneur, fallait le demander. Bon, Keyla l'a quand même mauvaise, et c'est peut-être à cause de ça que quand la première escadrille, l'escadrille CEP 115, début de 1916, quand elle arrive à Nancy, comme on manque de pilotes instruits, Charles Ningesser, bien que chasseur, on lui dit « Vous avez appris à piloter ce truc à Bron, vous allez faire l'instruction. » Il n'est pas trop d'accord, mais il obéit aux ordres et il va faire quelques vols sur le lourd Caproni. C'est un trimoteur, on ne le voit pas, mais il y a un moteur sur chacune des poutres et sur la poutre centrale, il y en a un autre. Et là, ça va mal se passer. Un des appareils qu'il pilote a une faiblesse. Il était quand même assez peu motorisé. Et l'un d'eux va s'écraser avec lui aux commandes. Et le voilà.
Donc, on est le 17 janvier 1916. Charles Ningesser, il est contusionné de partout et il va à l'hôpital. Pour vous dire, c'est le début d'une longue série de séjours à l'hôpital. Il en ressort quand même relativement intact et il va au Bourget se retaper. Au Bourget, il apprend qu'il y a un nouvel avion de chasse qui va être livré aux escadrilles françaises. Donc Charles Ningesser, c'est un pilote avec 2 victoires. On est en janvier 1916. À cette époque-là, le meilleur pilote de chasse, c'est Guynemer, qui en a 5. Donc avec 2 victoires, c'est quand même un pilote de chasse très compétent. Et il voit le Poney, cet appareil-là, c'est un avion, je vous avais dit, qui est très instable, mais il sait qu'on le réserve aux meilleurs pilotes de chasse, qui en veulent un. Il sait que Navarre en a eu un. Navarre, c'est déjà un pilote à 3 victoires. Il dit, moi aussi, j'en prendrai, pas de raison. Il fait des acrobaties au-delà du raisonnable, et sur le terrain du Bourget, on voit l'appareil partir en vrille. Il ne redresse pas et il s'écrase sur le terrain du Bourget. L'appareil est réduit en un tas d'allumettes. Charles Ningesser est un homme tout juste vivant quand il en sort. Il a la mâchoire défoncée, il a une de ses jambes qui a fait un grand 8, des contusions de partout, il est dans le coma, il reprend conscience, les médecins disent qu'il ne passera pas la nuit finalement il la passe et il se retape. Alors là, c'est assez exceptionnel et il est bon pour la réforme, soyons clairs, plus la peine de voler comme ça. Sauf que le 21 février 1916 commence la bataille de Verdun. Et lui, le sort de la France se joue là, hors de question qu'il reste à rien faire. Il refuse la réforme que lui proposent les médecins. Et plus ou moins, en gros, il s'échappe de l'hôpital. Il va au Bourget, il monte dans un avion. Alors, monter dans un avion, c'est-à-dire, il vient avec ses béquilles, il met les béquilles dans l'appareil, un mécanicien le porte, contact, et hop, il s'envole pour Verdun et là, il rejoint son escadrille, la N65. On raconte qu'on a les témoignages. L'avion se pose à Bar-le-Duc, Béonne exactement. Le terrain est enneigé et il voit un avion se poser, et puis rien. Alors, le mécanicien accourt, le pilote est blessé. Non, il n'est pas blessé. Quelqu'un peut m'aider à sortir parce que je ne peux pas marcher. Voilà. Charles, c'était le 29 mars, dès le mois d'avril, il va remporter des victoires. Tactique est simple, il fonce sur l'ennemi et à bout portant, il balance une rafale. Il en descend 1, 2, 3, 4 et 5. Et à la fin du mois d'avril, il aura descendu 5 avions allemands et c'est à ce moment-là qu'il va être cité. Alors voilà son appareil, un chasseur Nieuport. Donc il l'a décoré d'un N. Et voilà la bataille de Verdun. Comme vous pouvez voir, la ville de Verdun est dans un saillant du front. Les Allemands mettent le paquet pour essayer de prendre la ville. Ningesser est basé d'abord à Béonne, puis ensuite à Lem. Vous voyez là où est son appareil. À la fin du mois de... Donc, il va... Voilà, c'est le 19 mai 1916. Il remporte sa 5e victoire officielle à Verdun. Il en a eu 2 autres, mais elles n'ont même pas été comptées dans le total. Et quand il obtient sa 5e victoire officielle, il est cité dans le communiqué aux armées. Il est le 3e pilote ainsi distingué. Donc, il est précisé, Navarre a battu son 11e avion allemand, et dans la même journée, un autre avion allemand attaqué par le sous-lieutenant Ningesser s'est écrasé dans le bois des Forges. C'est le 5e appareil ennemi descendu par ce pilote. Le premier à avoir été distingué, c'était Guynemer, le 2e, c'était Navarre, et le 3e, c'est Ningesser. Mais bon, ce n'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire qu'il se distingue encore par sa témérité et un jour, il voit un groupe de 6 avions allemands, tout seul il attaque, il en descend un et par contre les autres lui font un sort, il revient avec son appareil absolument criblé. Et l'appareil se pose et là, tram, exactement comme Bébel dans l'As des As, lieutenant cavalier avec un K comme Caput, non, avec un C comme connard. Lui, il en sort à peu près intact, mais son appareil, voilà, le voilà. Alors, Ningesser, là, c'est le début de la célébrité. On avait déjà parlé de lui l'année dernière quand il avait obtenu son premier avion allemand. C'était une époque où les victoires étaient rarissimes. Là, il commence à y avoir les As. Il va être pris dans le Star System. Il se fait tirer le portrait à Paris. On voit qu'il se fait pousser une moustache et vous remarquez que déjà, il y a une méchante cicatrice qui lui barre tout le menton. Et là, je vous dis, c'est la gloire. Le trio de Le Brelandas, Navarre, Guynemer, Ningesser, les voilà. À peine il a été cité,
qu'on le retient pour une mission spéciale. Il y a ce qu'on appelle les fusées de prieur. Vous voyez ces espèces de fusées d'artifice qui sont mis au banc des Nieuport. Charles va faire partie des 8 pilotes français qui vont être utilisés pour tester cette arme secrète et enflammer des ballons captifs allemands. Il va obtenir encore une victoire en plus. Ceci dit, le Charles, vous le voyez, il ne se déplace pas sans sa canne. Il claudique, et là, on le voit dans Paris avec sa canne. Donc, comme si ce n'était pas suffisant, il se fait blesser de nouveau, il se prend une balle dans la mâchoire, exactement là où il ne fallait pas. Mais on a une photo de lui qui est assez rigolote. Il y a souvent les pilotes qui se font photographier avec leurs mécaniciens. Ningesser est peut-être le seul à se faire photographier avec ses toubibs. Parce qu'il faut plus de gens pour le tenir, lui, en forme que de tenir en forme son avion. La bataille de Verdun se termine, allez, grosso modo, au mois de juillet. Et il va y rester un petit peu pour former les pilotes d'une escadrille américaine, l'escadrille Lafayette. Donc, comme c'est un grand as, il a à ce moment-là 12 victoires et c'est le pilote français le plus titré pendant la bataille de Verdun, à égalité avec Navarre. Navarre, lui, va sortir va sortir de la guerre quand il est blessé. Ningesser reste un peu et obtient quelques victoires par Agas, au total de 12. Et il se fait photographier, évidemment, de manière très complaisamment avec son avion. Son avion que là, maintenant, il a décoré d'un insigne qui va être son insigne personnel. Voilà le Gaillard. Et le Gaillard, il va être connu dans toute la France. On connaissait son nom, et bien maintenant, on va connaître sa trogne, et surtout, on va connaître son insigne. Ça, c'est la revue Le Miroir. C'est le Paris Match de l'époque, avec des images de guerre, et il en fait la une. Alors évidemment, ça, on n'a pas à dire, ça claque. Donc vous voyez, c'est la tête de mort avec un cercueil, deux bougies, tout ça dans un cœur noir. Encore une fois, on ne connaît pas vraiment la signification. En tout cas, c'est sûr, ce n'est pas les pirates, ce n'est pas un joli Rogers, ce n'est pas un insigne d'un quelconque pirate. À mon avis, ce n'est qu'un avis, ça vient plutôt des hussards de la Morse. Bon. Donc le Charles, il est très célèbre et après Verdun, il est envoyé à Cachy où se rassemble toute la chasse française pour soutenir l'armée anglaise qui mène une offensive dans la Somme. Et c'est là que c'est une période qui est très faste pour la chasse française. L'aviation allemande est en état d'infériorité technique et aussi numérique. Et les pilotes de chasse français qui y sont là vont remporter beaucoup de victoires. C'est le cas pour Guynemer, ce sera aussi le cas pour Charles Ningesser. Alors, voici son appareil. Il en reçoit un autre qui redécore pareil. Tous les autres, à partir de maintenant, il y aura toujours le cœur noir. Donc, voici la bataille de la Somme, où sont les escadrilles françaises. Ils sont tous basés au même endroit. Et donc, on peut voir d'ailleurs, il est sur le même terrain que l'As des As, Guynemer. Et pour tout vous dire, on a des témoignages, ils se jalousent. C'est le combat de coq à celui qui en aura le plus. Ningesser, c'est Poulidor, il est toujours numéro 2. Mais bon, ça a ses avantages. Hein. C'est une célébrité. Il en profite pour aller à Paris. À Paris, il commence à recevoir des cadeaux, les cadeaux des constructeurs. Il y a la prime du million qui a été versée. Les frères Michelin, grands patriotes, ont versé 1 million de francs au ministère de la Guerre en disant que chaque pilote qui descendra un avion allemand, il obtiendra une prime de 1000 francs. C'est allé en descendant au fur et à mesure que le capital du million de francs s'épuisait. Mais il a reçu des primes. Et ces primes, qu'est-ce qu'il a fait? Il les prend, il les dépense. Pour tout vous dire, il les flambe. On a des témoignages, des articles. Il est dans les grands restaurants parisiens et aussi dans les dansiques. Bien qu'il soit blessé, il danse parfaitement le tango. Et pour tout vous dire, il est blond, il a des beaux yeux bleus, il fait chavirer les cœurs. Là, il fait chavirer les cœurs et il est présenté à du beau monde. Il est invité à l'Aéroclub de France par le président de l'Aéroclub de France, monsieur Deutsch de la Meurthe, qui est aussi, c'est le monsieur qui lui serre la main, en costume noir, c'est aussi l'actionnaire principal de la société Nieuport qui fabrique les avions de chasse. Donc, il va devenir le poulain de la société Nieuport. C'est toujours bien pour une société d'avoir un as qui défend les appareils, ça aide à avoir des commandes militaires. Et on remarque au milieu, il y a l'as René Dorme qui, visiblement, ils sont assez copains tous les deux. Alors, pour vous dire, voilà, cette photo symbolise tout, la vie de Charles. Il est en smoking. Il a fait la fête dans Paris, et au petit matin, il va à Issy-les-Moulineaux, à l'usine Nieuport, et là, on lui a bichonné son appareil. Les usines Nieuport lui ont bichonné son appareil. On voit la tour Eiffel sur la gauche, d'ailleurs, en contre-jour. On lui a affecté un appareil, le 1895, qui va être modifié plusieurs fois, à chaque fois amélioré. Visiblement,
Je crois que Charles avait confiance, la cellule lui plaisait, il l'a jugé solide et il demandait, enfin, c'est toujours le même numéro de série, alors plutôt que d'en prendre un autre, il a préféré qu'on lui modifie cet appareil. Il va terminer l'année 1916 en gros comme ça. Donc voilà le profil de l'avion. Et on le voit ici, à Cachy toujours, avec son mécanicien Roger Pochon. Il va se signaler à la fin de l'année en sauvant la vie de 2 aviateurs britanniques qui sont attaqués par 6 avions de chasse allemands. Qu'est-ce qu'il fait, Charles? Eh ben, il fonce dans le tas, il en descend un, les autres voient le cœur noir, on la trouille et il s'enfuit. Le pilote britannique revient, livre son témoignage. Charles se pose sur l'escadrille britannique, tout va bien, pas trop de bobos, évidemment, il est ovationné, fêté en héros et il va recevoir la Military Medal du roi d'Angleterre et des cadeaux. Et des cadeaux. Et il va recevoir l'année prochaine, j'y reviendrai, une superbe Rolls-Royce, cadeau personnel du roi d'Angleterre. Donc Charles, c'est un héros. Et le héros, évidemment, on l'emploie aussi à des fins de propagande. Le voici en train de visiter une usine pour soutenir le moral des ouvriers. Ceci dit, à la fin de l'année 1917, il a un problème, c'est qu'on le voit toujours avec sa canne et du fait que sa jambe ait fait un grand 8, il a les ligaments tordus, il doit subir une opération de la jambe. Donc, au début de l'année 1917, il est à l'hosto. Et il va être immobilisé pour quelque temps. Ça ne l'empêche pas de visiter ses camarades d'escadrille. Là, on le voit, c'est un autre as à côté de lui, Vialet, on le voit avec les béquilles. Et c'est alors que le 12 février 1917, il est à l'hôpital et dans son dossier militaire, on voit un télégramme qui lui est adressé par l'état-major, le colonel D. Le colonel D, d'ailleurs, était parmi les officiers d'état-major à FISM le 1er septembre 1914, comme quoi il aura là où il avait amené les plans. Et D lui écrit en disant « Mon cher camarade, je viens d'apprendre que votre mère a été expulsée avec des réfugiés français de Valenciennes par les Allemands. Elle a transité par la Suisse, elle est à Thonon-les-Bains. Elle arrive en train à Paris où elle va être logée avec tous les réfugiés à l'hôtel Moderne. » Immédiatement, Charles prend ses béquilles, monte dans sa voiture et va retrouver maman. Voilà, si ce n'est pas charmant cette photo. Maman, il va lui trouver un appartement. Elle aura toute sa vie, elle va loger au 33-35 boulevard du Temple. C'est pas très loin de la place de la République. Donc on peut supposer que Charles Ningesser a fait avec ses béquilles et toutes ses décorations et est allé voir les propriétaires pour trouver un appartement à maman. Enfin voilà, là, elle est réunie. Les Allemands faisaient ça, c'est-à-dire ceux qu'ils estimaient bouche inutile à nourrir dans la zone du front, ils les renvoyaient en France via la Suisse. Donc, elle n'a pas fait exception. Il est quand même tellement célèbre qu'il y a un reporter du Journal des réfugiés du Nord qui est là et qui chronique les émouvantes retrouvailles. Sa maman apprend que c'est un grand as décoré, sa maman verse une larme. Enfin, on a tous les articles dans la presse de l'époque. Alors, Charles, après cette histoire, ça nous met au printemps 1917, il va retourner se battre, sauf qu'avec son opération à la jambe, les médecins lui disent écoutez, bon, vous en avez assez fait maintenant, arrêtez, devenez instructeur. Il refuse une deuxième fois la réforme et il va demander à retourner se battre. Alors, on va trouver un compromis assez bizarre, bancal. On va le mettre à la défense de la ville de Dunkerque, en gros, tout seul. Il va être attaché à une escadrille pour des raisons purement administratives, la VC 116, j'en ai parlé lors de la dernière vidéo, où il va chasser avec son appareil. Dès son arrivée, le 1er mai 1917, il abat d'ailleurs 2 avions allemands au large de Dunkerque, au vu des observatoires d'ailleurs, et immédiatement, il va être très populaire dans la ville de Dunkerque. Il vole comme il veut, il se pose souvent il va rendre visite aux aviateurs belges, il y a une petite aviation belge, une petite armée belge dans le coin, aux aviateurs britanniques. Ici, vous avez le duc de Kent, enfin, qui était je crois que c'était le frère de la reine d'Angleterre, qui dirigeait le corps expéditionnaire britannique. Donc, il s'est posé à côté de son état-major, et là, immédiatement, oh, c'est vous, Ningesser, enfin, voilà. En fait, voilà, mondanité. Il revient à Paris. Il trouve toujours des prétextes pour revenir à Paris. Déjà, quand il a une victoire aérienne, c'est l'occasion d'aller à Paris faire la fête. Ensuite, il doit se faire soigner à Paris, voir ses grands spécialistes. Il est aussi soigné à l'hôpital de Dunkerque. Et enfin, il vient souvent à Paris, chez le constructeur Nieuport, à Issy-les-Moulineaux. Les Anglais, voilà la jolie Rolls-Royce. C'est quand même la classe, avouez. Et là, ça, c'est le roi des Belges qui décore Ningesser.
Et donc, on voit le gaillard là qui parle à des aviateurs français de l'aviation maritime. Le 21 août 1917, il y a même un épisode assez comique. C'est qu'au lieu d'aller à l'usine Nieuport d'Issy-les-Moulineaux, il fait un crochet par un Cabourg. Vous aurez tout le détail dans la vidéo courte qu'on a fait sur la chaîne Aero Masterclass. Pourquoi il y va? Il fait sans doute ça à la demande des propriétaires du Grand Hôtel de Cabourg pour faire une publicité aux grands hôtels. Peut-être même en y étant rétribué, on ne sait pas. Ces petites vacances qu'il s'octroie là, à grands frais de publicité, ne sont pas du tout appréciées par la hiérarchie militaire et il y a des sanctions qui vont lui tomber dessus. Il est même radié de son escadrille VC-116 et le grand quartier général demande à ce qu'il revienne dans son escadrille où il était l'année dernière, la N65. Il n'obéit pas. Et là, il va se prendre des baffes. Sauf que le 11 septembre 1917, Georges Guilmer, l'As des As, meurt au combat. Donc là, l'As des As, c'est lui. Donc, bon, comprenez que ça va faire désordre si on sanctionnait l'As des As. Donc, Charles, et voilà, c'est qui le patron? Voilà. Derrière, aux usines Nieuport, en majesté, avec toutes ses décorations, qui portent toujours. Il a toujours sa batterie de médailles. Et d'ailleurs, comme c'est le poulain de la société Nieuport, il va utiliser ce prototype, le Nieuport 25, il en a eu 2. Cependant, les Nieuport se font dépasser au niveau technique par les chasseurs SPAD qui ont un moteur en ligne qui est bien plus puissant et plus évolutif. Donc, il faudra qu'ils se décident à passer sur SPAD. Au mois de septembre, en tout cas, il doit retourner à son escadrille, un peu contraint. Il y va, sauf que avant, il s'est octroyé une soirée dans Paris où il a fait la fête. Au milieu de la nuit ou même au petit matin, il repart dans son escadrille avec Pochon, son mécanicien aux commandes. Pochon s'endort, la voiture fait une sortie de route. Évidemment, pas de ceinture de sécurité à l'époque. Pochon se brise les cervicales et Charles Ningesser est projeté hors de la voiture sur sa mâchoire qui est fracassée une nouvelle fois. Donc, il y a une équipe de chirurgiens-dentistes qui lui remettent la mâchoire d'aplomb. Ils décrivent qu'il est absolument insensible à la douleur et qu'il a lui-même pris des outils, il s'est lui-même mis le coton d'éther, enfin bref, la folie. Il retourne à son escadrille le 1er janvier 1918. Et là, les honneurs, la célébrité. On a le témoignage d'un de ses camarades d'escadrille, le lieutenant Alez, qui raconte Ningesser, on ne le voyait pas, très peu. Il venait à l'escadrille, il descendait un boche, il retournait à Paris. À Paris, il danse le tango, ses succès féminins sont notoires. On a aussi le témoignage, je vous ai parlé d'André Rossignol, qui l'avait connu à l'école d'Avord. Et il raconte que Ningesser, il emballait sans aucun problème. Déjà, c'est un beau mec. Ensuite, c'est un héros. Ensuite, c'est un bon danseur. Et il raconte une fois qu'il avait une de ses connaissances, un certain Delpy, qui était embusqué dans un secteur postal. En gros, il s'occupait de la poste aux armées et il avait une fiancée officielle. Et cette fiancée, elle est tombée évidemment amoureuse de Charles. Et elle a eu une aventure avec Charles. Delpy, quand il revient de permission, il retrouve sa fiancée. Il sort avec elle dans Paris sous le bras. Et là, il rencontre un camarade, visiblement quelqu'un de mal renseigné. Putain, Delpy, t'as de la chance, tu t'envoies la poule de Ningesser. Alors voilà. Ningesser, c'est aussi des cadeaux, des rétributions. Tout va bien. Et il y a quand même quelque chose qui cloche. C'est que là, on peut remarquer. Donc là, il est à l'Aéroclub de France. Le monsieur qui est assis au centre, c'est l'équivalent, enfin le ministre de l'Air, c'est en fait le sous-secrétaire d'État à l'aéronautique militaire, c'est monsieur Doménil. Et une cérémonie a été faite pour honorer Roland Garros, qui est assis à gauche, et Anselme Marshall, à droite, qui se sont évadés d'Allemagne en 1918. Donc Garros était un aviateur, une célébrité d'avant-guerre que Ningesser avait connu d'ailleurs en 1915. Donc on invite plein de personnalités pour leur remettre la médaille de l'aéroclub. Et juste derrière le ministre, vous voyez un aviateur qui ne fait pas de mine, là, qui a l'air de faire un peu la gueule. C'est un certain René Fonck. René Fonck, en septembre 1917, il a 19 victoires.
Et Charles Ningesser, il se réveille un jour de février pour se rendre compte que du coup, il en a 26. Lui, il en a 30. Il en remporte une 31e, mais à la fin du mois de mars, je crois, le jeune René Fonck, il va le dépasser au score. Et il va perdre donc sa couronne d'as des as. Il va l'avoir mauvaise. Et il va se démener pour obtenir des victoires. Et on a le témoignage d'un autre de ses camarades d'escadrille, un Ningesser, qui s'appelait Coadou, qui raconte que Ningesser, il se démenait pour obtenir les témoignages pour faire homologuer ses victoires. Et il partait avec sa voiture, sa Rolls-Royce qui avait été entre-temps réparée, avec des copains d'escadrille. Il allait dans les tranchées, il allait voir les soldats. Ah, ça va mon gars, tiens, voilà un cigare. On a descendu un Bosch, là, vous ne l'avez pas vu, là, vous ne savez pas ce que c'était comme avion. Bon, alors évidemment, les soldats, ouais, c'est Ningesser quand même, mais t'es bien gentil. Nous, on se prend des pruneaux et tout le monde s'en fout. Donc toi, tu viens ici saper comme un milord pour nous demander si on a vu tel ou tel Bosch, mais fous-moi le camp. Ça se passe des fois très mal. Et Charles, il est résigné, il perd sa couronne et il peut rien faire. Fonck, il est en pleine forme, alors que lui, il est cassé de tout partout. Il est quelque part résigné, il restera le numéro 2. Bon, il restera le numéro 2, sauf que sa santé se détériore et même un beau jour du mois d'août, je vais tout vous dire. J'avais noté la date. Voilà, on est à l'aube du 14 août 1918. Il se réveille à son escadrille et il regarde le communiqué aux armées où il apprend qu'un autre as, Georges Madon, a abattu son 40e appareil ennemi, alors que lui, il en a que 38. Il y a 2 victoires qui lui ont été homologuées. Charles se réveille, il voit ça, il rentre dans un état second. Il demande à ce que 2 camarades d'escadrille viennent avec lui et il va partir prendre des risques insensés dans la journée où il va abattre 4 ballons captifs allemands. Les ballons captifs allemands, c'est une proie extrêmement facile. C'est un gros ballon gonflé à l'hydrogène qui est là au-dessus du front. Il suffit de mettre une balle incendiaire dedans et ça fait une boule de feu. Sauf que c'est extrêmement dangereux de les attaquer parce qu'ils sont défendus par énormément de DCA et aussi défendus par des avions allemands en patrouille tout autour. Pas grave, Ningesser avec ses 2 équipiers, il envoie un, il plonge, il le descend, il en descend un autre. Et là, les avions de chasse allemands patrouillent autour, lui tombe dessus, il se fait tirer dessus, il revient de justesse à son escadrille. Donc, ces 2 copains qui étaient là derrière lui, un peu tremblants. Bon, ça va, c'est bon, on y retourne. Et l'après-midi, on y retourne. Là, ça se passe encore plus mal. C'est-à-dire qu'il se fait tirer dessus, il revient avec son appareil, Charles, qui est troué, mais comme une passoire. Il a même la queue de l'appareil qui flotte. Donc, comme ça ne lui suffit pas, le lendemain, il descend avec les 2 mêmes équipiers, enfin un des 2 équipiers, un autre avion allemand. Donc là, il monte son score à 43. Et donc, il a la satisfaction de voir dans le communiqué du lendemain qu'il est repassé numéro 2. On appelle ça un combat de coq. Mais oui, on est complètement là-dedans. Alors, il a vraiment des problèmes de santé. Sa jambe le handicap et il sait qu'il ne pourra plus se battre. Mais il sait qu'il ne pourra plus se battre. Quand je vous parle du coq, ça a des ergots, ça aime bien bomber le torse. À la fin du mois d'août 1918, il y a une compétition de natation et Charles y va. Et bon, il y a une toute petite course, un critérium, il la gagne. Les journaux parlent de lui, mais là, Charles Ningesser a remporté une compétition de natation et surtout, il s'inscrit à la traversée de Paris à la nage. Alors là, regardez quand même, avant que je vous reparle de la traversée de Paris à la nage, là, Fonck fait une visite dans son escadrille. D'après vous, qui c'est le patron ? Il y a un type qui est habillé tout en noir, qui regarde avec un air, avec son cigare, une certaine satisfaction, le photographe. On voit bien que le patron, c'est Charles. On a l'impression que Fonck, qui est le troisième en partant de la gauche, de la droite de la photo, il est tout timide. Charles Ningesser revient à Paris au volant de sa puissante voiture et là, on le voit, le président de la République, avec la canne, M. Poincaré, le Premier ministre, M. Clémenceau. Le président de la République, à cette époque-là, n'a qu'un rôle de reine d'Angleterre. Hein. C'est le vice-président du Conseil, en fait, le Premier ministre qui est le chef, et c'est Clémenceau. Donc, Charles, il s'inscrit à sa petite compétition sportive qu'il a gagnée.
Et il va s'inscrire à l'autre grande compétition. Alors là, ça n'a rien à voir, c'est un niveau complètement au-dessus, c'est la traversée de Paris à la nage, c'est-à-dire d'est en ouest, il y en a facilement pour 3 heures à la nage, traverser la Seine. Vous voyez le truc, sachant qu'il est handicapé, il a une jambe qui fonctionne qu'à moitié. Il y va. Regardez ça. Il y a maman qui lui a cousu un C sur, sur la capuche et elle a cousu ses galons de lieutenant. Et il se met à l'eau devant une foule très importante. Alors attendez, avant, on fait monter les enchères. C'est organisé par le journal sportif, l'équivalent de l'équipe, ça s'appelait Loto à l'époque. Et il y a une jeune demoiselle qui a 18 ans, 20 ans. C'est Suzanne Wurst. C'était une grande championne de natation. Elle était toute gamine à l'époque. Et elle vient s'inscrire à la course. Alors là, les journalistes la reçoivent. Jolie petite demoiselle, qu'est-ce que vous venez? Vous venez pourquoi? Pour vous inscrire à la course de natation? Vous êtes bien jolie, mais vous feriez mieux de faire du tricot. Et elle dit que non, je suis une athlète très entraînée et je compte bien gagner la course et même passer devant les hommes. Et ben, Charles Ningesser, il voit l'article, il s'inscrit et il dit, puisque le beau sexe me lance un défi, moi, Charles Ningesser, qui a été réformé 2 fois, je vais prouver que les soldats blessés et mutilés ont quand même des choses à redire et je vais m'inscrire à la course. Et ben, il s'inscrit à la course. Et alors le voilà, à l'eau. Il va participer à la course et ça va être extrêmement pénible. Alors, il va y avoir son père qui va le suivre et un de ses demi-frères qui vont le suivre en canot pour lui donner du champagne en ravitaillement. Il va beaucoup souffrir quand il arrive à mi-parcours à l'île de la Cité. Il n'en peut plus. Alors évidemment, il y a un champion de natation, un gros gaillard qui s'appelle Michel qui passe devant, qui termine le premier. Suzanne Wurst, elle lui passe devant. Elle arrive 6e. Et il y a même une gamine de 14 ans qui commence à s'approcher de lui. Donc Charles Ningesser, il finit par arriver. Là, vous avez Michel qui est le vainqueur, qui est porté sur un canot. Et là, c'est Suzanne Wurst qui reçoit son bouquet de fleurs. Bon, Charles, il termine, je ne peux pas dire dans les derniers, mais presque. Enfin, il termine. Mais on s'en fout. Parce que qui c'est qui a gagné, en fait? Voilà comment la presse traite l'événement. Vous avez Michel qui est à gauche dans une petite image, vous avez Suzanne Wurst qui est à droite dans une petite image, et la grande image centrale, qui c'est qui est là, hein? Et ouais les gars, je prends le cigare pour la faire à la bébelle. Qui c'est le patron? Alors Charles Ningesser, après ça, il va retourner à son escadrille une dernière fois, et où on va faire, où le cinéma aux armées va faire des jolies photos, même un petit film de propagande. Il ne remporte aucune victoire dans cet appareil qui lui a été affecté pour la circonstance. Hein. Le voilà. Il a écrit lieutenant Vernier, c'est pour un camarade au combat qui a été tué par un bombardement allemand. Et après ça, Charles Ningesser, il est mis, au mois le 13 septembre, il est mis en convalescence. Et c'est en convalescence qu'il va terminer la guerre. Alors, il va... la grippe espagnole va le toucher. Il va être à 2 doigts d'y crever. Vraiment, il est invité à un match au Parc des Princes, il y va, et c'est sans doute là où confinement oblige. Enfin, vous voyez, on est avec nos masques. Il y avait un Covid à l'époque, c'était la grippe espagnole. Et vraiment, il va être soigné à l'hôpital et à 2 doigts d'y passer, mais il survit. Et quand arrive l'armistice, le 11 novembre 1918, on sait où il était. Parce qu'il y a un journaliste du quotidien L'Auto qui était présent. Il passe sa soirée au théâtre de l'Apollo, au 20 rue de Clichy, dans le 9e arrondissement. Le journaliste raconte. Parmi les spectateurs, il y avait Charles Ningesser. Il a été reconnu. On devine l'ovation qui lui est faite. Alors évidemment, il se lève, il salue tout le monde. Il est quand même un peu gêné. Et les hurrahs, hurrah, hurrah, c'est la victoire. Enfin, Paris, c'est l'ambiance. C'est comme à la Libération en 1945. Hein, une fête d'enfer. Et Ningesser, bon, est un peu gêné et demande le silence. Le silence se fait, il demande la parole et il dit « Je demande un banc pour nos morts ». Gravement, le banc est battu, puis dans la salle, un nouveau silence très long, très pur, très prenant. Voilà comment Ningesser a passé l'armistice. Et là, il se retrouve
soldat convalescent dans les rues de Paris. Et c'est un vrai bouleversement pour lui parce que la vie de flambeur, c'est fini. Les primes qu'il reçoit, les cadeaux des constructeurs, c'est fini. Et pour vous dire, il commence la paix avec une très lourde ardoise. Parce que ce train de vie de flambeur, il a une face sombre de la médaille. Il aime bien les grosses voitures. Début 1918, alors que la voiture était conduite par son mécanicien qui a remplacé Pochon, il a renversé un vieillard qui est mort. Il a été condamné, donc c'est le chauffeur qui a été condamné à 50 000 francs, mais comme d'amende, c'est une somme considérable, comme le chauffeur était considéré comme l'employé de Ningesser, c'est Ningesser qui a été condamné à payer l'addition. Juste avant l'armistice, il était au volant et il a renversé un livreur à vélo qu'il a même traîné sur plusieurs mètres en roulant à tombeau ouvert. Donc, un procès où il a été condamné à payer 40 000 francs d'amende et ça a même été porté plus tard à 30 000 francs d'amende et ça a été porté plus tard à 40 000 francs. Donc, il commence la paix en étant très endetté. Il n'a pas à les payer tout de suite puisqu'il y a encore les procès qui sont en cours. Donc, il va se chercher un petit peu. Comme il est célèbre, il va encore toucher les dividendes de cette célébrité. À Deauville, on rouvre le grand hôtel. Il est invité par la mairie de Deauville, les grands hôtels, et il y va dans sa Rolls-Royce. Et alors là, il faut le suivre. Hein. À côté, sur le côté, il y a une jolie dame. Et il y a un couple de gens plus âgés derrière. On ne sait pas qui c'est. Était-ce sa fiancée de l'époque? On ne sait pas. En tout cas, la voilà. Elle est habillée en blanc. On voit Charles à côté. Et avec un pas très vif, il marche sur les planches de Deauville. On voit que la fiancée est derrière avec peut-être ses parents. Et on les voit, ils sont à table. Et donc, Ningesser se fait prendre en photo, évidemment. Il a été reçu par le maire de Deauville. Et le constructeur Spad, alors, maillot de bain, venez à Deauville, la guerre est finie, on fait la fête. Le constructeur Spad a essayé de produire un petit avion de tourisme. Il en a mis un à disposition de Ningesser qui a fait mettre son insigne. Et ça, je dois ça à M. Laurent Albaré qui a découvert le truc, qu'il a fait déposer à la société qui enregistre, enfin à l'institut qui enregistre les droits intellectuels. Pas question qu'on touche à mon insigne, c'est ma marque, à moi. Donc, cet appareil-là, il est mis à sa disposition et Ningesser va aller en Suisse faire des acrobaties pour essayer de le vendre aux Suisses. Bon, on n'aura pas trop de succès. Il va représenter la France dans des meetings où des militaires sont envoyés et il va notamment au meeting de Bruxelles en 1920. Ils sont invités après. Alors, la fine fleur de l'aviation française y est invitée. Hein. Et à la fin, ils sont invités par le roi et la reine de Belgique. Au centre, c'est la reine de Belgique. Qui c'est qui est à côté avec toutes ces médailles-là? Hein? Et Fonck à côté, il est sur la droite. Vous n'avez pas l'impression que tu te pousses là, c'est moi? Donc là, il y a des très grands aviateurs français. Vous avez à gauche Pinsard, vous avez Barny de Romaté, puis Ningesser et Fonck. Et bon, vous avez même Fronval qui est juste derrière Ningesser. C'est le champion du monde d'acrobatie, record du monde de looping à la suite. Là, Charles Ningesser, il va finalement trouver sa voie. On lui a proposé d'être député. Quand je dis on, c'est Tardieu. Tardieu était un membre de la majorité de Clémenceau et la majorité de droite qui gouvernait le pays. Les élections législatives sont organisées après la guerre et cette majorité a dit on va mettre parmi les gens qui se présenteront aux législatives des héros de guerre. Et donc, c'est comme ça que Fonck, Heurtault et Brocard sont entrés au Parlement. On a proposé à Ningesser. Ningesser, après la guerre, il est retourné à Valenciennes avec sa maman, où là, on lui a fait un triomphe et il a retrouvé sa famille, sa grand-mère, il a retrouvé deux de ses cousins parce qu'un est mort à la guerre. Donc, on lui a proposé à ce moment-là d'être député, j'imagine député du Nord. Il a refusé, disant qu'il est pilote, il n'est pas politicien et il va tenir sa promesse. Néanmoins, il a apporté son soutien à Clémenceau et il a participé à la campagne du député Mandel en allant jeter des tracts à Bordeaux, des tracts aériens. Il y a quand même une rétribution, c'est que l'État va lui permettre d'acheter des avions, des surplus et de monter une petite compagnie de pilotage à Orly, où il va devenir, donc il va faire il va organiser une petite ligne Paris-Deauville à la demande, il va organiser des promenades aériennes et donc il crée sa société en 1920. Comme c'est un flambeur, il a installé ses bureaux sur les Champs-Élysées. Et c'est délicat, l'argent vient à manquer. Et l'argent tombe finalement quand l'État lui accorde de former les pilotes militaires. Après la guerre,
pour former les pilotes militaires, ce n'était pas des écoles militaires, mais c'était des écoles privées pour lesquelles l'État donnait des bourses aux candidats pilotes. Et Ningesser va décrocher ce marché, ce qui va lui permettre finalement de s'en sortir. Alors, on le voit ici en train d'expliquer à tout le monde ce que sera Ningesser Aviation. Voilà les appareils d'entraînement, c'est des vieux chasseurs Nieuport. Et là, le voici avec les moniteurs de son école. Les affaires tournent. Mais entre les copains là, de la guerre, les copains de la guerre qui se lancent dans l'aviation, qui font des acrobaties, qui font des raids à droite, à gauche, c'est un métier dangereux. Et le premier copain qu'il a enterré, c'était Navarre, qui était un copain à lui. Enfin, ils avaient de bonnes relations à Verdun. Quand Navarre tombe, Ningesser va à l'enterrement, ne peut y retenir ses larmes. Et là, Barney Dromaté, qui était la personne qui était juste à gauche de la reine de Belgique, est mort dans un accident d'avion. Donc Charles Ningesser va à l'enterrement. On le voit avec Pinsard, qui est là à gauche sur la photo, et le commandant Brocard, qui est devenu député. Alors cette photo, en grand écran, a un petit intérêt, c'est que c'est le combat de coq. Le combat de coq, Charles Ningesser a 28 palmes à sa médaille. C'est la plus longue, sa croix de guerre, qui est la médaille qu'il a sur la droite, c'est la plus longue croix de guerre de France. Sauf que il n'a pas le droit d'avoir 28 palmes. On a droit à une palme quand on a une citation. Charles Ningesser a 19 citations à l'ordre de l'armée, donc il devrait avoir 19 palmes seulement. Il s'est octroyé lui-même une palme pour chaque médaille étrangère qu'il a reçue. Comme il en a tout plein, 28. Ça lui permet d'être devant Fonck. Qui c'est qui a la plus longue, hein? Charles Ningesser, il va être utilisé, son image de fonceur va être utilisé à des fins publicitaires et le constructeur Farman, qui se reconvertit dans la production automobile, va le mettre au volant de cette voiture qui est le top du top. À l'époque, c'est la voiture la plus rapide, enfin, c'est le grand luxe. Et il va même participer à une course Paris-Nice au volant de cette voiture. En fait, non. C'est un constructeur, enfin, c'est un pilote professionnel qui va conduire. Ningesser, il est passager. Quand on lui donne le volant, il a un accident. Donc, fort heureusement, la voiture n'a rien, mais voilà. Par contre, il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire que quand il est à Nice, il y a un très grand meeting d'aviation à Nice. Là, on a des témoignages où il est vraiment au summum de sa gloire. Il est dans son uniforme de hussard. Il fait des démonstrations avec son avion à cœur noir et tête de mort au nom de Ningesser Aviation. Bref, c'est le point culminant. Voilà. Le voilà, son avion. Donc, vous voyez, il est immatriculé NUN, enfin FNUN. Il y en a un qui c'est NUNA et l'autre NUNB. Donc là, c'est un Morane d'acrobatie. Charles, il lui faut plus. Et il va essayer de se lancer dans la construction aérienne. Donc, à son petite école de pilotage à Orly, il va monter un atelier, il va essayer de construire un avion de course. C'est un espèce de gros œuf avec une aile sans queue. C'est la seule photo que j'ai pu trouver. Lui, ça va être, il va rester dans le hangar sans jamais faire un vol. Il va même essayer de construire un hydravion de tourisme. Il va le construire. Alors, vous voyez un peu la forme. Vous montriez là-dedans, vous? Moi, non. Et donc, voilà, ça va être un échec. Il y laisse des plumes. Et là, en plus, il a les procès qui sont tombés. Il doit payer l'indemnisation des victimes de la route qu'il a faite. Et là, l'imprévu frappe. On est au début de l'année 1923. Il y a une Américaine avec un accent charmant qui vient prendre des cours de pilotage. Elle s'appelle Consuelo Hatmaker et c'est le coup de foudre. On a un journaliste qui traînait sur place et en mai 1923, recueille les confidences de Charles qui dit « Je vais vivre un beau rêve. Mais oui, c'est vrai, je vais me marier. Ah, si on m'avait dit ça il y a seulement 7 mois, j'aurais rigolé. J'étais un célibataire fervent. Et puis, toc, vous ne la connaissez pas, ma fiancée, vous n'avez pas cette chance, je vous plains. Elle s'appelle Miss Consuelo Hatmaker et elle est la fille d'un industriel de New York. Elle habite à Paris avec sa mère et parle le français comme vous et moi. C'est une américaine latine. Elle est jolie. Oh, combien? 18 ans, des yeux, des cheveux, une figure intelligente. Et puis ma taille ou à peu près, mes goûts, mes idées, que vous direz. C'est un numéro comme moi. Elle est sport, elle est très sport. Elle conduit elle-même son auto. Elle monte à cheval comme je n'ai jamais monté au 2e hussard. Elle vole avec moi tous les jours à Orly. Elle aime la littérature comme moi. Et il faut nous voir danser. On nous prend pour des danseurs professionnels. Que je suis heureux. Et il se marie. C'est l'amour. Et il se marie. Et donc là, il y a son ancien chef d'escadrille de 1918 à la N65, le colonel Fécamp, qui est là. Son témoin, c'est Maître Moreau Giafedi. C'est un très grand avocat parisien, c'est celui qui a défendu Landru. Et pourquoi il est là? Parce qu'il a fallu convaincre le papa qui n'était pas tout à fait d'accord que sa fille se marie à un aventurier.
Parce que Ningesser, au niveau de la gestion, c'est pas tout à fait ça. En attendant, il faut avouer, ils sont superbes. Regardez-moi ça. Et je dis, c'est pas moi qui le pense, c'est toute la France qui le pense. Les journalistes mettent le mariage de Charles Ningesser à la une des journaux. Ça, aucun autre pilote de l'aviation n'a eu cet honneur. Et après le mariage civil qui a lieu à Paris, aura lieu le mariage religieux qui a lieu à Dinard. Pourquoi Dinard? Parce que c'est là où la communauté américaine, tous les milliardaires américains qui viennent en France ont l'habitude d'aller. Donc, ils se marient. On a, sur la gauche de la photo, on a une vieille dame, c'est la maman de Consuelo. Elle est au bras de son troisième mari qu'elle vient d'épouser quelques jours avant. De son premier mari, elle a eu une fille qui s'appelle Alice Delamare. Elle est juste au-dessus justement du deuxième mari et elle est un peu coupée sur la photo. Alice Delamare est donc la demi-sœur de Consuelo. Et Alice Delamare est la femme peut-être la plus riche du monde à l'époque. Elle a hérité de son papa d'une fortune considérable, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, vous me direz, c'est rien maintenant. À l'époque, c'était énormément d'argent. Et qu'est-ce qu'elle fait de cet argent? Elle vit en dilettante, elle subventionne généreusement des artistes, elle collectionne des tableaux. Donc, Charles Ningesser, pour lui, c'est une grande vie qui commence, mais hors de question de vivre au crochet de son épouse. Hein, il a sa fierté. Et il organise à Pleurtuis, puis ensuite à La Baule, des meetings d'aviation. Il a tout pensé, il a fait un circuit de bus. Il a engagé des pilotes, il a pris son avion à cœur noir, il a fait des publicités dans toute la ville, c'est l'été, tout le monde vient voir Ningesser faire des acrobaties. Bon, il gagne des sous, un peu. Et les Américains qui sont là, well, Charles, c'est très intéressant, est-ce que vous pourriez faire ça aux États-Unis? Mais bien sûr, donc il laisse tomber ses plans. Il revend son école d'aviation à ce moment-là et part aux États-Unis avec son épouse. Donc, on les voit sur le paquebot. Il faut avouer qu'ils sont très beaux tous. Et Charles, eh bien, il va participer à des meetings d'aviation aux États-Unis. Alors, il était déjà connu aux États-Unis parce qu'en 1921, il a été envoyé en mission représenter la France pour les fêtes de l'armistice. Là, la presse américaine était tombée sous le charme du pilote qu'ils appelaient The French Crack Pilot. Charles Ningesser, là, se rend compte que c'est un peu plus compliqué parce que faire des acrobaties, il y a des tas de pilotes américains qui savent le faire. Alors, il va rebondir, il va partir à Cuba faire son meeting d'aviation. À Cuba, il va rencontrer une équipe de tournage de films. Il va s'acoquiner avec le réalisateur, M. Hayes, et quand il va rentrer en New York, un projet de film va se monter. Alors là, on le voit toujours dans ces meetings, c'est une cascadeuse française qui est là, connue aux États-Unis. Et donc, avec un avion qu'ils vont acheter, ils vont faire un film dans lequel il va jouer son propre rôle, qui va être tourné et diffusé. Mais il y a quand même un problème, c'est que, partie toujours à droite, à gauche, Consuelo, elle s'ennuie. Et elle lui dit, Charles, j'ai tout l'argent du monde, on a une vie paisible qui s'offre à nous, je ne vois pas pourquoi tu me quittes pour aller à droite, à gauche. Et ben Charles, non, il veut pas, il veut continuer à voler. Donc le couple, en gros, commence à se séparer pendant l'été 1925. Consuelo, elle repart en France toute seule. Et Charles reste aux États-Unis. Alors là, ils sont dans un bal déguisé. Elle est déguisée en Marie-Antoinette. Lui, il est avec son bel uniforme. Et Charles, il se lance toujours dans la construction aérienne. Il est persuadé que l'avion, c'est la voiture de demain. Donc, il y a une petite société avec laquelle il prête son nom pour vendre l'hydravion, le Ningesser Amphibian. Ça sera un échec. La société va faire faillite, comme d'habitude. Consuelo va le quitter. Mais en attendant, le film, il va sortir. Il va avoir un certain succès. Alors, regardez ça. The Sky Raider. The World Living Greatest Ace. The Ace of Hearts, c'est-à-dire l'As de cœur, un grand film d'amour. Il reste un fragment du film. Le film a disparu, mais l'Institut cinématographique hollandais, allez savoir pourquoi, a retrouvé un fragment. Vous pouvez le trouver sur Internet. Le film va être un succès. Il va être joué d'abord à Washington. Et c'est Charles Ningesser qui va faire lui-même les dialogues. Il va les commenter. Et à partir de là, il va faire une tournée dans tous les États-Unis avec son cirque volant. Le voici dans le film. Et voilà, il a des voitures et ses avions démontés. Et dans chaque ville, on joue le film. Ça attire des clients. Et puis après, ça amène des clients au meeting.
Donc, il va faire tous les États-Unis jusqu'à fin 1925. Donc, le voilà, il faut avouer, beau mec, official car, Captain Nangesser, le voici. Évidemment, sous l'avion est écrit son nom. Et cette vie d'errance, elle va se terminer à la fin de l'année 1925. Il revient à New York, sur la côte Est, il liquide tous ses avoirs et revient en France. Et il revient, en fait, je ne peux pas dire ruiné, mais presque, parce que Consuelo, elle est retournée en France, elle s'est recoquinée avec papa, avec lequel elle était fâchée, et papa lui a dit, ma fille, il faut que tu divorces de cet aventurier. Donc, elle lui fait un procès et elle gagne 100 000 $. Donc, ça, c'est considérable. Il revient avec une ardoise, il n'a jamais payé, je vous rassure, mais il arrive en France, il ne sait pas quoi faire. Il a les dettes qui s'accumulent. Alors, il va il va exploiter son film en France, qui n'aura pas autant de succès qu'il en a eu aux États-Unis. Il va essayer de se lancer dans une affaire un peu minable de faire un avion postal, aucun succès, un projet mort-né. Et il va se rendre compte que pour se renflouer, il faut faire un grand coup. Et le grand coup, c'est la traversée de l'Atlantique. Plusieurs aviateurs y pensent. Et lui, vous connaissez Charles. Eh bien, Charles, il va réussir à trouver quelqu'un qui va lui acheter l'avion. C'est monsieur François Spotourneau, dit François Coty, qui est l'homme le plus riche de France. En gros, c'est Bolloré. C'est une fortune considérable. C'est un parfumeur et qui est très patriote et qui finance absolument tous les journaux de droite et d'extrême droite. Et d'ailleurs, il se verrait bien en Mussolini français. Alors, il a l'œuvre de faire un don à une œuvre patriotique, il finance l'avion de Charles, et quand Charles réussira à la traverser, il apparaîtra comme étant celui qui a financé de manière tout à fait désintéressée cet avion. Donc l'avion, c'est un Levasseur PL-8, c'est un petit constructeur, et c'est un avion qui a des capacités marines, c'est-à-dire qu'il peut se poser sur l'eau et flotter sur tout ça. Donc l'appareil va être construit. Charles, il a besoin d'un navigateur. Il va trouver un type qu'il avait côtoyé à Cachy, qui est François Colly, qui était un chef d'escadrille, un pilote de chasse aussi, 3 victoires aériennes, qui a perdu un œil à la guerre. Colly a déjà essayé de traverser l'Atlantique et avait fait équipe avec un autre pilote nommé Paul Tarascon, mais Tarascon l'a viré. Pourquoi ? Parce que Colly, il dépense tout son argent au casino. Donc, ces deux types qui sont perclus de dettes, qui sont prêts à tenter le qui tout double. Pourquoi je dis tenter le qui tout double ? Parce qu'il faut faire vite. Il y a des tas de gens dans l'Atlantique ou en France qui préparent leurs avions. Donc, pour être le premier, il faut aller vite. Et ils prennent des risques. Le premier risque, c'est qu'ils font pas vraiment, enfin, ils font des essais en vol qui sont très sommaires. Ils ne testent pas l'avion à pleine charge. L'avion, quand il est prêt, donc là, on ne le voit pas trop parce que c'est blanc sur blanc. J'aurais dû ombrer plus. Enfin, voilà. Après des essais assez sommaires, voici les deux compères, Ningesser, Colly. Alors, on voit Colly, on voit son nez qui dépasse à la place du navigateur. Ningesser, évidemment, a fait mettre son emblème. Et le 7 mai 1927, je crois que c'était un dimanche, il va manger chez maman, au 33-35 rue du Temple. Et elle lui dit, il y a des journalistes qui me posent des tas de questions, tu vas franchir l'Atlantique. Mais non, maman, tu n'y connais rien en aviation, c'est pas la pleine lune, t'inquiète pas. Sa maman, elle lui a fait la crème au chocolat, comme il aime. Donc, il embrasse sa maman et lui dit, allez, maman, ne t'inquiète pas. Et il part. Et là, il va au Bourget. Il passe la nuit à se préparer avec Colly. Il se fait masser la jambe par son docteur Corse. Il a toujours ce handicap. Il monte dans l'avion. Avec la foule des grands jours s'est rassemblée. Coty reste incognito dans l'histoire, il ne veut pas qu'on révèle son nom. Et là, l'avion, on a un doute à savoir, il est tellement lourdement chargé d'essence, on ne sait pas s'il va partir. Il part. Il largue son train d'atterrissage. Il est prévu qu'il se pose sur l'eau à New York. Ça permet de rendre l'avion plus aérodynamique. Il est suivi par un avion jusque dans l'Atlantique. On est le 8 mai 1927 et on ne le reverra plus jamais. Alors voilà, Charles, qu'est-ce qu'il est resté de lui ? Il est resté de lui cet exploit aéronautique. On ne peut pas dire qu'il a été le premier à tenter de traverser l'Atlantique, mais il a eu une fin glorieuse, romantique, et c'est ça que l'histoire a surtout retenu de lui. Il faut savoir que ses deux demi-frères, il y en avait un, Léon Ningesser, qui donc est resté vivre en France, et son fils, Roland Ningesser, est devenu ministre
ministre du général de Gaulle et de Pompidou, peut-être sous Giscard aussi. Donc lui, il s'est beaucoup battu pour la mémoire de son oncle. Une enquête a été faite. Est-ce qu'ils ont traversé l'Atlantique? Une chose est à peu près sûre, ils ont passé la Manche, ils ont passé l'Angleterre et l'Irlande. Il y a des témoins qui sont à peu près concordants. Et après, bon, on ne sait pas. Alors, il y a des Canadiens qui disent, j'ai entendu un avion ici et là, j'ai vu passer un avion. Quand vous les mettez bout à bout, ce sont des témoignages qui sont complètement contradictoires. J'ai même vu un article sur France 2. On a retrouvé une bouteille avec écrit Charles Mangesser, une bouteille jetée à la mer. C'est une fumisterie. Quand vous regardez la presse de l'époque, des bouteilles avec écrit on est Mangesser et Colli, venez nous secourir. Il y en a plein, il y en a même une qui est trouvée au large de l'Algérie, dans la presse algérienne. Donc, bon, voilà. Bon, bah, écoutez,